Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumy, le professeur Michel Rumy, économiste associé de SPAC, qui est avec nous en visioconférence depuis une salle de classe d'ailleurs. Michel, je crois voir. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être là. Le lieu est parfait pour cet exercice de pédagogie économique qu'on délivre avec vous chaque mois. Michel, le concept que vous décryptez pour nous ce mois-ci, c'est celui des bulles spéculatives. Anatomie de la construction d'une bulle, de la fin d'une bulle. Comment ça se passe, comment ça se déroule, pourquoi est-ce que ça arrive? Avant d'évoquer un petit peu la séquence d'une bulle, peut-être un peu d'histoire et de contexte. Quelles ont été les premières bulles spéculatives identifiées par les historiens? Quelles ont été les grandes bulles, évidemment, qui ont marqué l'histoire des marchés, Michel? Ouais, tout à fait. La première bulle spéculative de l'histoire, c'est la tulipomania. Elle a éclaté en Hollande au XVIIe siècle, vers 1637. Et en fait, c'était une intense spéculation sur les tulipes. Et ces bulbes de tulipes s'échangeaient à un prix extrêmement élevé, presque 10 fois le salaire annuel moyen d'un artisan spécialisé. Et puis, plus proche de nous, il y a eu la bulle Internet. Elle, c'est les années 90. Et il y a eu une frénésie des investisseurs pour une nouvelle vague d'entreprises basées sur le web. Et à partir de là, en fait, on a vu que le Nasdaq est passé de 500 points au début des années 95 à près de 5000 points en 2000. Donc vous voyez, il y a une explosion là-dessus. Et puis, on peut considérer également aussi plus récemment la crise des subprimes, où en fait, ça, c'est l'exemple d'un signe noir, c'est-à-dire un phénomène impossible à prévoir avant qu'il ne se produise et qui a des conséquences catastrophiques. Et en fait, le prix de l'immobilier a doublé entre 1996 et 2006 et puis il a pratiquement, ça a emporté parce qu'il y a eu des problèmes de remboursement de prêts. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question avec, je dirais dans un contexte de nouvelles élections présidentielles, qu'en fait, le Bitcoin a fortement augmenté et va-t-on aussi vers une bulle de cette nature? Et donc là, c'est ça qui est très important de voir que l'histoire est parsemée de ce type de variation. Oui, bah ça fait partie de l'histoire des cycles des marchés, ces histoires spéculatives, de bulles spéculatives. Comment un économiste comme vous définit une bulle spéculative? C'est quoi une bulle spéculative concrètement, Michel? En fait, l'idée, la bulle spéculative, c'est lorsqu'un actif augmente, mais de manière excessive. C'est-à-dire qu'il atteint un niveau très haut par rapport à sa valeur intrinsèque. C'est en quelque sorte, lorsque l'on mâchouille un chewing-gum, en fait, on essaye de faire des bulles. Et donc, on commence à souffler dans la bulle, et en fait, la bulle, à un moment, éclate. En fait, au niveau financier, donné que le prix est tellement haut qu'il ne fait que baisser. Et donc les prix commencent à chuter et cela peut conduire à des ventes paniques et potentiellement un crash boursier. Bon, il y a beaucoup de littérature, il y a eu de la recherche académique sur ces phénomènes de bulles spéculatives. Concrètement, comment est-ce que ça se déroule? Quelle est la cadence, la séquence historique, si on regarde? Oui, tout à fait. En fait, le premier à avoir découvert ou à s'intéresser vraiment on va dire, à théoriser un peu les bulles, ça a été Hyman Minsky, dont c'est le signe noir au passage. Et en fait, il a découvert 5 étapes, notamment. Il a découpé cela en 5 étapes. La première, c'est le sentiment de marché, c'est-à-dire qu'il y a une vague d'optimisme haussier dans un secteur particulier. Et les investisseurs envisagent, on va dire, une vision plus optimiste des marchés à la suite, généralement, d'un événement économique ou social important, voire une nouvelle technologie incontournable. On peut s'imaginer éventuellement l'IA, par exemple. Et puis, cette phase est suivie d'un deuxième, c'est le boom. Là, c'est la phase des valorisations excessives, ce que j'appelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une phase de transition pendant laquelle la valorisation des actifs progresse et devient nettement disproportionnée par rapport à leurs fondamentaux. Et cette phase est suivie d'une période spéculative où les investisseurs essayent d'investir dans la croissance et cela fait encore augmenter les prix. Et puis, la troisième phase, c'est celle de l'euphorie. L'exubérance est rationnelle, c'est la réaction psychologique. Les investisseurs délaissent leur analyse fondamentale et technique et, on va dire, une certaine rationalité et pensent que les prix vont continuer à monter. Et donc, comme tous les investisseurs se copient, il y a un comportement
moutonnier, mais ceci peut se comprendre parce que personne ne veut rater quelque chose. C'est le fear of missing out, le FOMO. Et cette peur, à un moment donné, prend le dessus sur la conscience rationnelle et les marchés peuvent devenir complètement imprévisibles à ce moment-là. Bon, et c'est là où on se met à parier qu'il y aura toujours quelqu'un après nous pour continuer d'acheter. C'est ça. Je ne sais plus pourquoi j'achète. La seule raison pour laquelle j'achète, c'est que je suis toujours convaincu qu'il y aura un autre après moi qui sera là pour acheter. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la théorie du plus grand imbécile. C'est-à-dire que concrètement, je suis peu intéressé par le produit, mais j'essaye de me dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra l'acheter. Donc, du coup, je l'achète et puis, et c'est ça qui est important. Et puis, par la suite, en fait, il y a une autre étape, l'avant-dernière, c'est la prise de bénéfice. Ça, c'est l'éclatement de la bulle. Les investisseurs estiment que le cours a évolué de façon tellement disproportionnée qu'ils craignent un retournement à la baisse. C'est-à-dire que les prix ont plus ou moins atteint leur plafond. Et donc, on a un changement d'anticipation. Tout le monde souhaite alors vendre ses titres. Et ça fait une conséquence mécanique de faire baisser le prix des titres, etc. Et c'est là où on arrive à un moment donné où, comme les prix baissent, il y a un phénomène de panique, c'est la 5e phase qui arrive, les investisseurs se précipitent pour vendre et du coup l'offre va devancer la demande et les prix chutent encore plus et donc du coup certains investisseurs, notamment les derniers, risquent de voir leur investissement complètement anéanti. Combien de temps est-ce qu'une bulle boursière spéculative peut-elle durer, Michel ? Alors, certains économistes et financiers se sont intéressés, on va dire, aux événements les plus marquants, on va dire, des bulles, et on est arrivé à une conclusion qui, en moyenne, fait qu'une bulle dure environ 5 à 6 ans, c'est-à-dire entre 60 et 72 mois. Et là, tout à l'heure, j'avais commencé avec le Bitcoin, on est arrivé à près de 100 000, mais si on met 6 mois en retard, 6 mois en avant, on va dire mi-décembre 2018, eh bien, le Bitcoin valait 3 200 $. Aujourd'hui, il est à près de 100 000. Donc, vous voyez qu'on peut se poser des questions de cette nature. Comment est-ce qu'une bulle éclate ? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand la bulle éclate, Michel ? En fait, c'est ça qui est très important, c'est que la bulle éclate sous plusieurs causes. Ouais. Et l'effet peut être soit limité, donc il y aura peut-être des effets pour quelques personnes, mais dans d'autres cas, ça peut déclencher un crash boursier, voire parfois une dépression, voire une grande récession. Et c'est ça qui est compliqué, je dirais, de définir. Et en fait, pour arriver à déterminer un peu ou détecter les bulles, eh bien, il y a certains indicateurs qui peuvent nous aider à cela. C'est notamment le premier, c'est le ratio cours-bénéfice. C'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, un ratio cours-bénéfice élevé peut signifier qu'une entreprise est surévaluée. Donc, il faudra voir confirmés par d'autres paramètres, mais ça peut être un indicateur. Et puis, il y a un autre qui est le ratio CAP, en fait, c'est le ratio cours-bénéfice de tout à l'heure, mais qui est ajusté au cycle. Et alors, ce qui va se passer, c'est que cet indicateur va évaluer la valorisation de l'entreprise sur plusieurs périodes d'un cycle économique. Et à partir de là, eh bien, on va voir si, en fonction de l'inflation, la valorisation tient le but. Et puis, il y a un indicateur, c'est Warren Buffett qui l'a fait, qui dit que c'est la meilleure mesure de la valorisation à un moment donné, c'est le ratio de la valorisation totale du marché boursier, par exemple américain, par rapport au PIB américain. Ouais. Et donc, un ratio élevé signifie un marché surélevé. Et puis le dernier, et là c'est là où il est c'est l'indice de la peur, l'indice de volatilité, le VIX en fait, et c'est la volatilité, le niveau de volatilité attendu par les marchés. Et un niveau élevé peut indiquer que les baissiers commencent à dominer un marché haussier et qu'un repris est peut-être en route. Et donc là, on peut faire attention à cela. Comment on évalue ? Sur le plan macroéconomique, ça m'intéresse, les conséquences d'une bulle. Est-ce que c'est forcément négatif ? Est-ce qu'il peut y avoir des aspects positifs également, au moins dans une séquence bullesque où beaucoup d'argent va effectivement au même endroit ? Mais bon, la bulle .com, effectivement, ça s'est mal fini, mais j'ai toujours eu en tête, je me suis dit, il y a eu un moment quand même où on a pu mettre de l'argent de manière intensive dans une technologie qui a quand même fait ses preuves ensuite par la suite, Michel.
Alors tout à fait. En fait, là, si on prend la dot-com, c'est que tout ce qui était prévu plus ou moins en l'an 2000, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est le temps économique et le temps financier. Un Ouais. financier est toujours pressé. Il veut avoir des retours très rapides. Alors que le temps économique a besoin, on va dire, de s'exprimer, de marquer des étapes. Et en fait, tout ce qui a été prévu, ou du moins en grande partie prévu en 2000, est en train d'arriver, ou s'est passé, etc. Or, le financier n'a pas le temps d'attendre 20 ans parce que, à long terme, nous sommes tous morts, paraît-il. Et donc, pour peu que vous soyez l'investisseur sur lequel ça tombe, eh bien, vous avez tout perdu. Donc, l'idée est qu'il y a une impatience des investisseurs et, on va dire, le temps économique, le temps de la vie qui fait que ça dure. Et ça, c'est fait. Donc, mais de manière générale, les bulles boursières sont considérées comme un phénomène négatif parce que ça peut anéantir des entreprises, voire les capitaux des investisseurs, et parfois provoquer des taux d'inflation et de chômage élevés. Et c'est ça qui est très important, c'est que l'éclatement d'une bulle peut, dans certains cas, mettre en péril, par effet domino, on va dire, bien d'autres agents économiques que ceux qui avaient investi dans les actifs concernés. Par exemple, les banques peuvent avoir des problèmes, et donc du coup, parce qu'elles ont perdu elles ont essuyé des pertes sur les marchés financiers, elles peuvent restreindre les crédits aux entreprises. Ça veut dire qu'il y a un assèchement du crédit, et les entreprises peuvent non plus se financer ni investir dans leur activité, et donc dans leur activité, et donc ça peut les amener à tomber en faillite. Et c'est ça qui est problématique. On parlait juste avant, Michel, avec mes invités, du marché américain, avec aujourd'hui une prime de valorisation des actions américaines par rapport au reste du monde qui est sans doute inédite dans l'histoire. On a 2 années à plus 20, plus 25% pour le S&P 500 consécutive. On a une prime de risque négative sur les actions américaines. Est-ce que ce sont des indicateurs qui nous disent qu'on est peut-être dans une bulle ? En fait, il est difficile d'identifier une bulle boursière avant qu'elle n'éclate. Ça, c'est ça qui est très important. Ouais. Et la grande difficulté, c'est que on peut être dans un marché boursier haussier, on peut être aussi dans des valorisations excessives, ou parfois aussi par une forte demande. Mais on peut aussi avoir un décalage entre la hausse des marchés boursiers et la croissance économique. Et donc, seul le temps nous dira si l'optimisme du marché concernant certains actifs était injustifié ou pas. C'est seul le temps qui nous le fait. C'est a posteriori, mais il est très difficile de définir une bulle. Après, il faut bien voir, généralement, quand il y a eu les dernières crises, il n'y a pas eu qu'un seul phénomène qui a provoqué la crise, il y en a eu plusieurs, et c'est la conjonction, c'est ça qui est très important, de ces différents faits qu'on amène à une bulle et non pas à une seule cause. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre et complexe à prévoir. Merci beaucoup Michel, merci pour cet exercice de pédagogie économique auquel vous vous livrez chaque mois dans l'émission, le sujet du mois étant celui des bulles spéculatives. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, était avec nous en visioconférence pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.